Alors, le titre exact de mon propos est « De la beauté dans ses rapports à l'humanité ». Et j'aimerais le déployer et l'articuler selon ce beau jugement de Friedrich Schiller, penseur et poète allemand du XVIIIe siècle, je cite, « Par la beauté, l'homme sensible est conduit à la forme et à la pensée. Par la beauté, l'homme spirituel est ramené à la matière et au monde des sens. Sous cet exergue, je me et vous propose de reconstruire et de confronter les trois grandes conceptions de la beauté qui se confrontent dans l'histoire de la philosophie à propos de l'essence même de la beauté, mais aussi à propos de la condition humaine et de la place que la beauté peut et même doit y occuper. Pour résoudre le problème de l'existence humaine, qui, selon Schopenhauer, philosophe du XIXe siècle, serait d'être tendu en chacun d'entre nous entre notre douloureuse finitude, dont la mortalité notamment, et une infinitude heureuse à laquelle nous aspirons. Premièrement, donc, nous évoquerons l'esthétique antique, spéculative et intellectualiste de la beauté pure, transcendante, de l'Antiquité. En un second moment, nous évoquerons l'esthétique moderne, ou plutôt contemporaine, intuitive, sensualiste, elle, de l'intensité vitale, immanente. Et en un troisième moment, nous évoquerons l'esthétique classique, réflexive, du beau, idéal, et qui pourrait bien nous aider à composer une synthèse des deux précédentes, en reprenant les vertus, tout en dépassant les limites respectives et conjointes. Ce qui est en jeu, ici, par-delà la question de l'essence de la beauté et du propre de l'expérience esthétique que nous en faisons, eh bien, ce qui est en jeu, n'est-ce pas effectivement la capacité de l'homme de médiatiser le sentiment douloureux de sa finitude pour l'apaiser par le biais des formes symboliques d'ordre esthétique, notamment, que l'homme crée à cette fin. En un premier temps, donc, commençons par l'espoir que l'homme, chacun d'entre nous, nourrit d'une beauté apaisante et qui pourrait bien satisfaire au jugement de Schiller en ce que la beauté serait une idée métaphysique dont le privilège serait d'être à la fois intelligible et sensible, ce qui permettrait alors effectivement à l'expérience esthétique qui nous l'a fait éprouver, eh bien de résoudre le problème de notre existence, c'est-à-dire d'apaiser le sentiment douloureux de notre finitude, de notre lassitude, de notre solitude, en nous faisant goûter à chacun une infinitude bienheureuse. Et cela selon l'esthétique antique, donc, spéculative, intellectualiste, d'une beauté pure, transcendante. Commençons par la promesse de la beauté apollinienne. La beauté n'est-elle pas, en effet, l'apparaître sensible dans le monde physique d'une essence intelligible, d'une idée métaphysique qui en serait l'origine et le fondement? La beauté se présente d'abord, de fait, comme la qualité d'un objet sensible, naturel ou culturel, ou les deux, comme l'homme ou la femme eux-mêmes, et qui fait que l'homme, le sujet, s'arrête devant cet objet et met en suspens son affairement inquiet
dans son monde ambiant ou environnant, comme si cette apparence sensible différait de toutes les autres par l'équilibre, la proportion, l'harmonie ou encore la symétrie de ses sons, couleurs, volumes ou encore de ses mots, c'est-à-dire par une perfection qui témoignerait d'une étrangeté, d'une altérité, d'une transcendance, donc d'une supériorité au sein même de notre douloureuse immanence, de notre banale et décevante quotidienneté. Et cette apparence sensible requerrait donc sa contemplation, comme si elle venait d'un ailleurs, dont elle ne serait que le représentant, comme le symbole, le signifiant sensible d'un être absolument autre, un signifié intelligible, qui lui conférerait son être même et sa valeur supérieure, en nous faisant pressentir qu'il y a autre chose, au-delà, au-dessus du sensible. Bref, une idée et même un monde méta, au-delà du physique. N'est-ce pas ce que Achenbach, écrivain vieillissant, qui contemple le bel adolescent Tadzio sur la plage, qui fait dire à Socrate, dans La mort à Venise de Thomas Mann, écrivain allemand du XXe siècle, en une reprise du Phèdre de Platon, je cite, « Car remarque-le bien, Phédros, la beauté seule est divine et visible. À la fois, c'est par elle, petit Phédros, que l'artiste s'engage dans les chemins de l'esprit. » Fin de citation. Mais que promet exactement l'appel d'une telle beauté apollinienne car harmonieuse à celui qui veut bien l'entendre et qui lui demande de penser au-delà de ce qu'il sent? Passons donc à la spiritualisation de l'homme sensible, l'expérience esthétique qui fait éprouver à l'homme sensible, chacun d'entre nous, une telle beauté, nous conduit effectivement à la forme et à la pensée, en le faisant s'élever du monde des sens au monde des idées. L'homme sensible n'est pas seulement doué, de fait, de la capacité d'être affecté par le monde, autrui et soi-même, par le biais des impressions qu'il en reçoit et des émotions qu'il en éprouve. L'homme sensible, c'est aussi et surtout l'homme qui exerce cette capacité jusqu'à en faire un genre de vie, un art de la réceptivité à l'égard de toute chose, un esthète, donc, qui cultive son instinct sensible, dit Schiller. Un tel homme, une telle femme, sont susceptibles d'entendre l'appel de la beauté lorsqu'ils la rencontrent ou en fait l'expérience, et d'accepter son invitation au voyage, comme dit Baudelaire. Voyage initiatique qui va le conduire, degré par degré, du monde immanent, des apparences sensibles, multiples, changeantes, décevantes et même finalement désespérantes, au monde transcendant, supérieur des essences intelligibles, une, stable et donc apaisante, qui va nous conduire du spleen à l'idéal, de la confusion des sentiments à l'harmonie des pensées, du chaos au cosmos, de la matière à la pensée, bref, qui va nous conduire du fini à l'infini, là
où tout n'est qu'ordre et beauté. Baudelaire, l'invitation au voyage. Ce qui permet une telle élévation de l'esprit, ce sont les correspondances, comme le dit Baudelaire encore, horizontales entre les apparences sensibles, tout étant symbole de tout dans le temple de la nature, dit Baudelaire, mais aussi et surtout la correspondance à ne pas manquer, verticale, entre le sensible et l'intelligible. Correspondance qui est fondée sur le fait que les apparences sensibles participent ontologiquement des essences, dont elles ne sont que l'apparaître, selon une dialectique descendante, que le poète et l'amoureux de la beauté va remonter selon une dialectique ascendante qui permet ce qu'elle promet en dévoilant finalement l'idée de la beauté pure à celui qui la mérite, qui de simple bel homme qu'il était, éventuellement, devient alors un homme beau. Comme le théorise et poétise à la fois Platon dans le banquet, je cite, « Car la vraie voie de l'amour, qu'on s'y engage soi-même ou qu'on s'y laisse conduire, c'est de partir des beautés sensibles et de monter sans cesse vers cette beauté surnaturelle, en passant, comme par échelon, d'un beau corps à deux, de deux à tous, puis des beaux corps aux belles actions, puis des belles actions aux belles sciences, pour aboutir des sciences à cette science, qui n'est autre chose que la science de la beauté absolue, et pour connaître enfin le beau tel qu'il est en soi. » Fin de citation. Mais quel peut bien être l'effet de l'expérience de la rencontre d'une telle beauté apollinienne sur l'homme spirituel à qui elle semble être destinée? Venons-en donc à la sensibilisation de l'homme spirituel. L'expérience esthétique qui fait éprouver à l'homme spirituel maintenant une telle beauté le ramène effectivement, comme dit Schiller, à la matière et au monde des sens. L'homme spirituel est celui qui, là encore, exerce sa faculté symbolique, son plus propre, de l'esprit humain, selon les exigences maintenant rationnelles du vrai et du raisonnable et du bien, jusqu'à sublimer son instinct formel, dit Schiller, en un véritable genre de vie métaphysique ou encore purement intellectuel. Ce chercheur d'idées, d'intelligibilité pure, épuré de toute sensibilité, dont la dimension intelligible de la beauté pure ne peut que satisfaire les exigences, est ici appelé, l'intellectuel, à acquiescer aussi à sa dimension sensible, pour enfin consentir à la dimension physique, matérielle, sensuelle de la condition humaine, en relâchant la contrainte que fait peser sur lui, sur moi en ce moment, et sur vous, la contrainte que fait peser l'exercice méthodique de la raison. Et pour être ramené, en rencontrant la beauté donc, dans le monde sensible, et réconcilié avec une sensibilité non plus brute, brutale ou chaotique, mais civilisée, car instruite, cosmétisée par le spectacle apaisant de la beauté. C'est ainsi que l'expérience d'une telle beauté apollinienne, donc, au fond, ne peut qu'être apaisante, dit Schiller, pour l'homme à la fois sensible et spirituel, cette dualité étant au fond la condition de tout homme, en lui permettant précisément
dans la contemplation, mais aussi dans la création, s'il s'agit de l'art, d'effectuer la synthèse des dimensions sensibles et intelligibles de sa condition, puisque, citons Baudelaire jusqu'au bout, là sont aussi luxe, calme et volupté, comme le figure, par exemple, la statuaire grecque antique, qui représente préférentiellement l'homme comme ayant les pieds sur terre, mais en même temps l'esprit tendu vers, ou plutôt par, les idées, comme en témoigne le regard porté au-delà et qui rayonne d'une beauté à la fois psychique et physique, émanant de l'harmonie de l'âme et du corps, ou encore de la synthèse des formes matérielles épurées et de la pureté de l'âme, dont la contemplation procure la volupté en repos, calmos, provenant du spectacle d'une paisible grandeur. Une telle beauté ne peut et doit-elle pas alors faire l'objet d'un enseignement instituteur d'humanité? N'est-ce pas en effet toujours urgent d'enseigner la beauté en vue de donner sens à l'existence de l'homme, de remédier au sentiment douloureux de la finitude humaine, à la conscience angoissée et angoissante de la contingence, de la vulnérabilité de la condition humaine, de sa mortalité, notamment en satisfaisant le désir d'éternité, qui fait tendre l'homme vers l'infinitude du monde métaphysique, des idées éternelles, en le plongeant, le contemplateur de la beauté, en le plongeant dans la béatitude de la contemplation esthétique, mais aussi, indissociablement, de la spéculation théorique visant la vérité et de l'action pratique visant le bien, car la pensée éthique subordonne la beauté esthétique à la vérité théorique et au bien pratique. En effet, pour être belle, une pensée ne doit-elle pas d'abord être vraie? Et pour être belle, une action ne doit-elle pas d'abord être bonne? Seule cette conception de la recherche d'une telle beauté permet à l'homme de découvrir le sens de son existence et donc de la justifier pleinement. Comme y insiste Platon, je cite, « Si la vie vaut jamais la peine d'être vécue, cher Socrate, c'est à ce moment où l'homme contemple la beauté en soi. Quel bonheur ce serait pour un homme s'il pouvait voir le beau lui-même, simple, pur, sans mélange, et contempler, au lieu d'une beauté chargée de chair, de couleurs et de cent autres superfluités périssables, la beauté divine elle-même, en sa forme unique. Or, c'est à celui qui enfante et nourrit la vertu véritable qu'il appartient d'être chéri des dieux. Et si jamais homme devient immortel, de le devenir lui aussi. » Fin de citation. Soit. Mais une telle conception de la beauté ne méconnaît-elle pas le plus propre de l'expérience esthétique, en subordonnant celle-ci, nous l'avons dit, à la recherche de la vérité et à la pratique du bien? Et ne redouble-t-elle pas cette conception exigeante le tourment existentiel de l'homme, en le faisant tendre vers une transcendance, une supériorité inaccessible, en une illusoire et dangereuse volonté de sublimité, comme Baudelaire le fait signifier par la beauté à ses amants poètes qu'elle les conduit de façon hautaine et cruelle, en une prosopopée, c'est-à-dire le fait pour un être qui ne parle pas, eh bien cette fois parle
la beauté nous parle. Je cite, « Je suis belle, ô mortel, comme un rêve de pierre, et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. Les poètes devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, consumeront leurs jours en d'austères études. » Fin de citation, beauté tellement pure qu'elle est inaccessible. Mais une autre expérience de la beauté, et même l'expérience d'une autre beauté, n'était pas possible, et surtout souhaitable, pour ce qui est de la résolution du problème de l'existence humaine. Venons-en donc en un deuxième moment à la rencontre d'une beauté que vous attendez tous, excitante. La beauté n'est-elle pas, en fait, que le nom que l'homme donne à l'agréable et puissante impression que lui font la diversité, la vivacité et l'intensité des apparences sensibles du monde, de la vie physique, qu'aucune essence intelligible métaphysique ne sous-tend ni ne produit. L'expérience esthétique qu'il a fait éprouver à l'homme, le faisant demeurer dans le monde sensible, pour lui faire assumer, sous la forme joyeuse d'un gai savoir, dit Nietzsche, ou sous la forme un peu triste d'un enivrant désespoir, eh bien lui faire assumer son indépassable finitude, selon, maintenant, une esthétique moderne, ou plutôt contemporaine, intuitive, sensualiste, de l'intensité vitale immanente, qui démentirait donc notre exergue selon Schiller. Partons donc de l'inquiétante étrangeté de la beauté dionysiaque, cette fois. En effet, si la beauté est bien de l'ordre du sensible aesthésis, ce n'est pas au sens où elle serait la qualité d'un objet qu'elle caractériserait en propre dans son essence. Essence qui résiderait, qui plus est, au-delà des apparences physiques, dans un monde supérieur éthéré, mais bien plutôt en ce que la multiplicité, la fugacité, et donc le mouvement même de ces apparences sensibles, engendre chez l'homme un sentiment puissant et réjouissant, et même jouissif, d'intense vitalité qui lui fait dire de façon irrépressible que cela est beau, un peu comme l'on dit, cela est fort. Est alors dit beau, ce qui au sens fort est émouvant, ce qui suscite chez l'homme une émotion, un choc même, cher au surréalisme par exemple, un choc si fort qu'il le ravit l'homme, qu'il l'enlève, là encore, mais en un sens différent de notre premier moment, qu'il l'enlève à la torpeur et à l'ennui de l'habituel monde ambiant, pour le mettre lui-même en mouvement. Mais où l'homme est-il conduit par un tel mouvement, puisque ce n'est plus à une beauté essentielle, transcendante, qui n'existe tout simplement pas, selon cette perspective nominaliste, empiriste, sceptique. Passons donc à l'hypersensibilisation de l'homme sensible, qui n'est donc plus spiritualisé par cette beauté, mais qui est hypersensibilisé. L'expérience esthétique qui fait éprouver à l'homme sensible une telle beauté ne le conduit pas à la forme et à la pensée, mais redouble en lui la jouissance, qui le fait participer de façon dionysiaque au monde sensible. En effet, l'expérience d'une telle beauté énergique, dit Schiller, redouble en l'homme sensible
sa capacité d'être affecté par tout ce qui lui procure des impressions et des émotions, qui intensifient son sentiment vital, renforce son vouloir vivre, jusqu'à le mettre à l'unisson, au diapason de la vie universelle, du grand tout cosmique. La traversée des apparences, en référence à Virginia Woolf, n'ouvrant ici que sur de nouvelles apparences, toujours plus excitantes, prometteuses, à l'infini, et selon des correspondances qui ne sont plus verticales, mais qui sont toutes horizontales. On pourrait dire ici, en parodiant et renversant les vers de Baudelaire, j'adore le mouvement qui déplace les lignes, et toujours je pleure, et toujours je ris, et en même temps, qui plus est, ou de façon encore plus explicite avec Nietzsche, nous pourrions dire avec Nietzsche, je cite, le mot dionysiaque exprime le besoin de l'unité. Tout ce qui dépasse la personnalité, la réalité quotidienne, un sentiment qui se gonfle et déborde passionnément, douloureusement, l'éternelle volonté d'engendrer, de porter du fruit, de naître, le sentiment de l'union nécessaire entre la création et la destruction. Fin de citation. On voit bien ici que l'intensité du sentiment vital, trop fort, comme on dit aujourd'hui, vaut en et par elle-même cette intensité, puisqu'elle transcende, elle dépasse la dualité du plaisir et de la peine, de la joie et de la douleur, et même la dualité de la vie et de la mort, comme dans la conception, par exemple, romantique de la musique, illustrée par Massimiliadoni dans la nouvelle éponyme du même nom de Balzac. Mais alors, quel peut bien être l'effet produit sur l'homme spirituel maintenant, par la rencontre d'une telle beauté énergique, comme l'exprime la poésie lyrique et tout l'art romantique? Donc, venons-en à la déspiritualisation de l'homme spirituel. En effet, l'expérience esthétique qui fait éprouver à l'homme spirituel une telle beauté convertit sa mortelle illusion métaphysique en une illusion empirique vitale qui le réconcilie, sans doute, avec le monde des sens, mais qui n'est plus épuré, stylisé, ni formalisé cette fois. En effet, le chercheur d'idées absolues, vous, moi, laissé à la logique métaphysique de son genre de vie d'intellectuel, ne peut tout d'abord que manquer une telle beauté, malgré la passante qui le frôle dans la rue, comme dit Baudelaire, puisque l'expérience d'une beauté énergique semble être destinée à un homme sensible capable de la reconnaître. Mais s'il arrive que l'intellectuel reconnaisse cette beauté énergique en la rencontrant, quand même, elle ne peut qu'engendrer chez lui une conversion radicale. Elle l'instruit, en effet, par sa force propre, de sa tendance, l'intellectuelle la plus constante, qui est de prendre ses raisons théoriques et pratiques pour la réalité, en hypostasiant les objets qu'en sont la vérité, le bien et la beauté elle-même dans un monde métaphysique. Illusion transcendantale dont l'intellectuel ne peut que finir par prendre conscience lui-même, par souci de vérité. Et c'est alors que pour éviter de devenir potentiellement désespérant, car annihilant, de cette désillusion, eh bien, l'homme spirituel peut revenir sur Terre à l'attitude esthétique qui lui propose une antidote à cette désillusion tragique. Il n'y a pas de beauté métaphysique. Je cite Nietzsche. En tant que phénomène esthétique,
l'existence nous reste supportable. Et l'art nous donne les yeux, les mains et surtout la bonne conscience qu'il faut pour pouvoir faire d'elle ce phénomène au moyen de nos propres ressources. Ou encore, Nietzsche toujours, nous avons l'art et rien que l'art pour ne pas mourir de la vérité. L'expérience de la beauté énergique donne donc à l'homme spirituel, enfin, l'occasion de revitaliser, de revivaliser son existence desséchée, car abstraite, en le réinscrivant lui aussi dans le tourbillon étourdissant de la vie universelle, entre dans la danse, dont il sait pourtant, héroïquement, que la fascinante vivacité peut stériliser sa créativité, comme chez Baudelaire encore, où l'homme spirituel, le poète de l'absolu ou de l'idéal, se trouve converti par une telle rencontre de la beauté énergique qui le conduit, l'intellectuel, de la conception de la beauté pure de notre premier moment à la conception de cette beauté sensuelle qu'il appelle et qu'il invoque lui-même et qui est excitante pour la faire sienne et en jouir, quoi qu'il advienne, à ses propres risques et périls, parce que cette beauté énergique pourrait bien devenir progressivement fatale pour celui qui la suit. Je cite Baudelaire, l'hymne à la beauté. « Viens-tu du ciel ou sors-tu de l'abîme, ô beauté, ton regard infernal et divin verse confusément le bienfait et le crime, et l'on peut pour cela te comparer au vin. Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe, ô beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu, si ton œil, ton souris, ton pied m'ouvre la porte d'un infini que j'aime et je n'ai jamais connu, de Satan ou de Dieu, qu'importe, ange ou sirène, si tu rends fée aux yeux de velours, rythme, parfum, lueur, ô mon onique reine, l'univers moins hideux et les instants moins lourds. L'intellectuel est séduit par la beauté qui va lui devenir fatale. Mais à quel type d'expérience esthétique correspond alors la contemplation anti-métaphysique d'une telle conception de la beauté? Eh bien, la contemplation relève ici, chez l'esthète, de la pure et simple jouissance des apparences sensibles, telles qu'elles se manifestent dans leur multiplicité, fugacité, vivacité, selon un impressivisme immanent, irréductible en tout cas, à de quelconques essences ou idées qui seraient immuables et éternelles, et qui les précéderaient et les produiraient. Et la création, elle, consiste alors, comme chacun d'entre nous le faisant, en l'expression des états sensibles internes, impressions, émotions, désirs et passions, qui habitent intensément l'homme, le créateur, qui leur donne une forme expressive, sincère, authentique, comme on dit aujourd'hui, en les objectivant, ces impressions, dans une œuvre qui puisse être reçue par d'autres, qui reconnaîtraient alors leurs propres états intimes, selon donc un impressivisme immanent. Dans ces conditions, un enseignement de la beauté est-il encore possible, et même tout simplement légitime? Venons-en donc à une non-éducation esthétique, destitutrice de la beauté. Et là, nous allons nous y reconnaître, nous, contemporains. En effet, une telle conception sensualiste et sentimentaliste de la beauté, une telle esthétique empiriste et romantique à la fois, de sa contemplation, de sa création, tiennent en compagnie du sens le plus commun aujourd'hui que l'on ne peut pas enseigner la beauté, puisqu'elle fait l'objet d'une saisie émotive et non pas réflexive,
la satisfaction éprouvée, le plaisir esthétique, demeurant particulier et contingent, subjectif comme on dit aujourd'hui, et donc impartageable, incommunicable, et même indicible, car indéfinissable, le plaisir esthétique éprouvé demeure donc, que ce soit dans la contemplation d'un paysage ou l'audition d'une mélodie, demeure ce plaisir imprévisible et donc solitaire. Croire, pouvoir et surtout devoir enseigner la beauté, c'est-à-dire en faire l'objet d'un discours abstrait qui prétend en saisir l'essence et prouver le bien fondé du plaisir esthétique qu'elle produit, tout comme saisir les règles de la création et de la contemplation de la beauté, ne serait-ce pas faire violence à la fois à l'objet contemplé et au contemplateur, en soumettant le charme mystérieux de cet objet à une critique aussi destructrice que prétentieuse, aussi dégoûtante pour l'esthète que stérilisante pour l'apprenti artiste. N'est-ce pas aussi faire violence à autrui, l'enseigner, que de prétendre le contraindre à partager le même jugement de goût que soi, l'enseignant? Une telle méconnaissance et une telle aliénation de l'expérience esthétique ne porte-t-elle pas atteinte à l'humanité même des hommes en les faisant vivre mal, bien plutôt que bien vivre, en les faisant se séparer en se disputant, bien plutôt que de vivre ensemble en s'entendant, à tel point qu'il ne serait pas souhaitable, mais bien plutôt dommageable, de prétendre pouvoir et surtout devoir enseigner la beauté, beauté que l'on ne peut au mieux qu'éprouver subjectivement et non pas prouver objectivement, que l'on peut montrer ce que l'on sent être beau, mais pas du tout démontrer ce que l'on saurait être beau. L'attitude la plus judicieuse ici ne serait-elle pas de l'ordre de l'appel au partage muet, ou bien même de la jouissance solitaire d'un plaisir mystérieux que le plus souvent d'ailleurs on ne peut ni même ne veut partager, analyser et encore moins communiquer. On ne peut ni ne doit donc enseigner la beauté, dont l'expérience doit être laissée au goût de chacun, qui doit demeurer seul juge et maître de son plaisir esthétique, pour jouir de sa vie comme il le désire. Le sens commun, le plus contemporain, retrouvant ainsi le sens sceptique le plus antique, pour qui on ne peut pas disputer de façon probante, ni même discuter de façon probable de la beauté. Soit, mais une telle conception et pratique dionysiaque, chaotique et donc énergique, excitante de la beauté semble bien, elle aussi, réduire l'expérience esthétique à un expressivisme et un impressivisme vain qui ne font que redoubler le sentiment douloureux de la contingence et de l'immanence insupportable de toute chose, en un nihilisme irrémédiable, ou tout simplement en un puissant sentiment d'arbitraire, comme dans le dit art contemporain, qui a d'ailleurs rompu avec toute référence à la beauté, en n'y voyant qu'une illusion métaphysique, un académisme esthétique et même un conformisme sociopolitique avec lesquels il faudrait rompre. Si nous en sommes bien rendus là, pouvons-nous encore espérer reconstruire une conception de la beauté qui refonderait à la fois une expérience esthétique redonnant toute sa place à la beauté et se faisant quelque espoir quand même à l'humanité de sortir du nihilisme ou du désespoir doux ou et barbare qui la menace et même gagne aujourd'hui. Mais
partons-nous donc, en un troisième et dernier temps, à la recherche de la beauté perdue. Si le jugement de Schiller, que nous avons mis en exergue de notre propos, peut trouver sa pleine justification, n'est-ce pas en ce que le beau, plutôt que la beauté, fait l'objet d'une constitution par l'homme, à la fois sensible et spirituel, une telle expérience esthétique œuvrant à la résolution du problème de l'existence, sur le mode de la tâche infinie d'une maîtrise progressive, donc, du sentiment malheureux de notre finitude, par la discipline de notre aspiration à une infinitude heureuse, selon cette fois une esthétique réflexive, moderne, enfin plutôt classique, du beau idéal, que nous dirons d'un gros mot, que nous expliquerons, transcendantal. Le beau fait l'objet d'un jugement d'un goût désintéressé, dit Kant, philosophe du XVIIIe siècle, qui dépasse, en les intégrant, selon une synthèse donc, qui les sublime, à la fois la jouissance sensible de l'intensité vitale de notre deuxième moment, mais aussi la connaissance intellectuelle de l'idée pure de notre premier moment, en les subordonnant à une imagination créatrice qui agit alors en reine des facultés, dit Baudelaire. En effet, la satisfaction esthétique que procure la contemplation du beau est d'un autre ordre que la satisfaction de la seule sensibilité, qui consiste en l'assouvissement d'un besoin, désir ou intérêt contingent et particulier. Le jugement c'est beau, signifiant alors cela m'est utile ou agréable, comme lorsque je lis un roman de Zola, par exemple, Germinal ou La Curée, et que je profite en bon jouisseur des scènes sensuelles, voire sexuelles, que Zola nous représente. Mais la satisfaction esthétique est aussi d'un autre ordre que la satisfaction de la seule raison, qui consiste, elle, en la saisie d'idées intelligibles, universelles et nécessaires. Le jugement c'est beau signifiant alors c'est vrai, c'est bien, c'est juste. Comme si, en lisant Germinal ou La fortune des Rougon, je me disais Zola a bien raison, c'est juste, vive la République sociale. Mais là, du coup, je lis cette œuvre esthétique en intellectuel, je ne la goûte pas en esthète. Et donc, ces deux espèces de satisfaction sensible et intellectuelle sont subordonnées à l'intérêt que le contemplateur ou le créateur éprouve pour l'existence de l'objet contemplé, qui se trouve alors consommé. J'aimerais bien consommer le nu représenté par un tableau. J'aimerais bien que la société, soi-disant parfaite, existe. Mais voilà des énoncés et des attitudes qui ne sont pas esthétiques, mais seulement sensuelles ou seulement intellectuelles. Et donc, pour que ces objets que j'ai évoqués soient jugés beaux, il faut que j'opère d'avec eux un recul, une retraite, un retrait, pour ne plus les consommer, mais les contempler. Et c'est en cela que Kant nous dit précisément, pour cette raison, que, je cite, « l'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. » Mais une telle synthèse esthétique ne présenterait-elle pas à l'homme, qui en fait l'expérience, l'occasion la plus propice à la synthèse des dimensions sensibles et intelligibles de sa condition? Passons donc à la réconciliation du sensible et de l'intelligible en chacun d'entre nous et en tous. Un tel jugement de goût est bien, en effet, l'œuvre d'un acte créateur, intrasubjectif et intersubjectif, de l'homme esthète et artiste, qui réconcilie alors en lui-même, comme entre autrui et lui-même,
les dimensions sensibles et intelligibles de la condition humaine, selon une synthèse anthropologique cette fois, car relative à l'essence même de l'homme. En effet, le beau fait l'objet d'une constitution ou d'une composition. Quel beau mot que notre école a pourtant abandonné. Une composition d'un bouquet de fleurs, par exemple, ou d'une dissertation de philosophie. Une composition, dit Baudelaire, par l'esprit humain, qui est bien alors le sujet, l'agent, l'auteur de l'expérience esthétique, sur le mode d'un processus d'objectivation qui relève d'une culture esthétique, au sens de travail de soi sur soi, voire contre soi, en compagnie d'autrui. Si l'état esthétique est bien un don que la nature fait à l'homme, dit Schiller, mais aussi Kant, eh bien c'est l'homme lui-même qui peut, et même qui doit, l'actualiser en faisant l'exercice de sa liberté, dont le jugement de goût est précisément le fruit. N'est-ce pas alors cet exercice, cette culture du jugement réfléchissant qui fait la synthèse du sentiment et de l'entendement, qui est à l'origine et au fondement de la véritable expérience du beau, qui fait la synthèse des intuitions, de la sensibilité et des idées de la raison, par la médiation d'une imagination méthodique, dit Baudelaire, selon un mode propre, indépendant, autonome, voire souverain, en ce que cet exercice de l'imagination pourrait bien être au fondement d'une synthèse anthropologique permettant aux hommes de bien vivre, personnellement, mais aussi collectivement, par la médiation d'une expérience esthétique qui constituerait un moment essentiel et même le fondement même de ce que l'on appelle le sens commun. Je cite Kant, « Si le beau est bien ce qui plaît universellement et nécessairement sans concept. N'est-ce pas précisément le désintéressement du jugement de goût, le fait qu'il soit libre, indépendant de tout intérêt, soit simplement sensible, soit purement intelligible, qui confère à l'expérience esthétique sa capacité d'harmonisation, de synthèse de l'humanité, en chacun et entre tous, constituant ainsi le fondement, je l'évoquais, du bien vivre ensemble. Insistons-y, la seule perception sensible fragmente le monde et sépare les hommes en réduisant et même en enfermant chacun dans la particularité et la contingence de nos impressions et émotions de notre moi empirique, qui ne vise que l'utile et l'agréable, tout comme la seule raison qui n'est sensible, si je puis dire, qu'à la recherche du vrai et du bien intelligible, eh bien, isole le chercheur d'absolu, que les contemporains ou ses voisins ne comprennent plus, parce qu'il est entré dans un monologue théorique trop exigeante. Au contraire, l'expérience du beau, en faisant la synthèse des facultés ou des instincts, dit Schiller, sensibles et intelligibles, en chaque homme, rend tous les hommes capables de s'entendre, en les rendant désireux de faire partager, et donc d'universaliser leur satisfaction en les faisant partager, et donc en les rendant capables de s'entendre, et en les rendant désireux d'universaliser leur satisfaction esthétique, selon un sens commun donc, susceptible de fonder leur socialité. La recherche du beau nous fait nous rencontrer, comme ce soir, par exemple. Cela pourrait bien constituer la solution esthétique du problème politique et même éthique, en permettant aux hommes de bien vivre, personnellement, et même
ensemble, unis, par exemple, sous un même drapeau, sous un même hymne, en référence à une même figure symbolique, celle de Marianne, par exemple, comme l'établit Schiller, avec tout l'humanisme esthétique allemand du XVIIIe siècle, qui s'inspire de la conception kantienne du bien commun. Je cite Schiller, « Le goût seul met de l'harmonie dans la société parce qu'il crée de l'harmonie dans l'individu. Toutes les autres formes de la perception fragmentent l'homme parce qu'elles se fondent exclusivement soit sur la partie de son être qui n'est que vie sensible, soit sur celle qui n'est que vie spirituelle. Seule la perception de la beauté fait de l'homme une totalité, parce qu'elle oblige ces deux natures, sensibles et intelligibles, à s'harmoniser en un tout. Et Schiller radicalise cette vertu sociale de l'expérience du beau en la vertu morale d'œuvrer ainsi au bonheur de tous les hommes. Je cite, « Seules les relations fondées sur la beauté unissent la société, parce qu'elles se rapportent à ce qui est commun à tous. La beauté seule procure le bonheur à tous les hommes, et tout être oublie ses limites dès qu'il subit son charme. » Fin de citation. Une telle synthèse imaginative des facultés sensibles et intelligibles de l'esprit humain et de leur création s'étend donc du domaine esthétique jusqu'au domaine de l'action politique et morale par la médiation de la pensée élargie, dit Kant, qui permet à chacun de se mettre à la place d'autrui par une expérience de pensée imaginative pour accéder à ses sentiments et ses pensées en vue de les partager et d'entreprendre avec lui une action concertée visant à l'élaboration d'un sens commun et d'institutions communes, subordonnant la violence mutuelle à la reconnaissance réciproque, de citoyens, mais aussi d'hommes libres et égaux, infiniment respectables, comme fin en soi, c'est-à-dire précisément comme des subjectivités sentantes et souffrantes, certes, mais aussi et surtout pensantes et agissantes, d'égale valeur à celle que chacun s'accorde à lui-même. Ne peut-on pas d'ailleurs voir à l'œuvre dans notre contemporanéité démocratique elle-même la constitution d'un véritable sens commun esthétique, à la fois dans la démocratisation sans précédent de la pratique artistique et dans l'esthétisation de tous les domaines de l'existence, ce qui révélerait un authentique souci éthique de se réinventer soi-même comme témoignant de quelque distinction et même de dignité, tout comme d'une exigence de mieux habiter le monde, selon un partage du sensible et de l'intelligible, tout à la fois, qui serait le plus libre et égal possible. Mais pour acquérir une telle vertu réinstitutrice de l'humanité personnelle éthique et de l'humanité collective politique, l'expérience esthétique ne nécessite-t-elle pas un enseignement du beau, quand même, qui soit à la hauteur d'une telle tâche anthroponomique? Une telle conception et pratique du beau nécessite en effet que celui-ci soit enseigné, et que cet enseignement respecte la part irréductible de mystère qui réside dans toute expérience esthétique authentique. Il faut donc d'abord savoir se taire pour faire place à l'émotion et l'inspiration sensible, indicible et donc inenseignable comme telle, ce qui s'oppose à toute critique esthétique dogmatique, aussi dangereuse que bavarde, en ce qu'elle ferait violence à l'objet beau, comme au sujet contemplateur et créateur, comme nous l'avons évoqué en notre second moment. Mais il faut aussi que cet enseignement soit soucieux
modestement mais résolument, de saisir et de transmettre l'essence du beau, ainsi que les règles de sa contemplation et de sa création, s'il s'agit du beau artistique, selon un discours logique, clair et distinct, qui illustre les idées qu'il propose en référence à des exemples d'objets beaux, naturels, comme un coucher de soleil, ou culturels, comme une symphonie ou un tableau, ou encore une pensée ou une action de l'homme, comme en notre premier moment. Ce qui s'oppose, donc, à toute absence de critique signifiée par un mutisme sceptique, comme en notre deuxième moment. Le lieu et le moment essentiel d'un tel enseignement ne serait-il pas l'école, en général, dont l'école des beaux-arts en particulier, ainsi que les musées ou conservatoires, mais aussi certains moments privilégiés de la vie quotidienne privée en amour et en amitié notamment, et de la vie publique, je l'ai évoqué, en société et en politique. Un tel enseignement ne serait-il pas philosophique dans ses moyens discursifs, tâchant d'instruire l'existence humaine en référence aux essences et d'incarner les essences dans les existences, et même chez les existants, c'est-à-dire nous-mêmes, et donc philosophique dans ses fins existentielles de cet enseignement, qui sont de fonder une vie toujours plus belle, d'être plus vraie et meilleure, en vue de la satisfaction symbolique, sinon ontologique, du désir d'intemporalité, voire d'immortalité, sinon d'éternité. Comme chez Platon et Baudelaire notamment, concluons donc enfin, un tel enseignement réflexif et dialogal du beau ne serait-il pas à refonder d'urgence à notre époque, plus encore qu'à celle de Schiller, notre époque prise en tenaille entre l'objectivisme scientiste de l'entendement calculateur et le subjectivisme existentiel d'un sentiment fusionnel. Notre époque qui méconnaît et même qui méprise l'enseignement du beau, au seul profit de l'enseignement technique, de l'utile ou de l'efficace, qui empiète lui aussi de plus en plus sur les enseignements du vrai et surtout du bien. La philosophie peut et doit y jouer un rôle important en tâchant de connaître et de cultiver et de faire cultiver la part de sensibilité comme la part de raison qui se trouve à l'œuvre dans l'art, bien entendu, mais aussi dans les autres formes culturelles, en référence à des idées du vrai, du bien et du beau. Alors attention, idées que l'on n'absolutise plus comme des essences transcendantes, éternelles, comme en notre premier moment, mais idées qu'on ne méprise pas non plus, comme en notre second moment, en faisant de vaines illusions, mais des idées que l'on considérerait maintenant comme des formes intelligibles, progressivement élaborées par l'esprit humain et constituant des horizons de sens, qui travaillent à l'humanisation de l'homme. Sans doute la véritable génialité consiste-t-elle pour l'esprit humain, en quelque genre culturel que ce soit, et pas seulement dans l'art donc, en la capacité d'effectuer la synthèse du sensible et de l'intelligible, et d'en témoigner comme d'un exemple fécond à suivre dans cette tâche infinie de médiatisation du sentiment douloureux de la finitude par la discipline de l'aspiration humaine à une infinitude heureuse, car libre et éclairée, comme chez la femme et l'homme beau, ou encore chez les belles personnes, qui ne sont ni nécessairement des Apollons ou des Vénus, et encore moins des pères ou mères la vertu, mais qui ne sont pas non plus, je cite Baudelaire,
Ces beautés de vignettes produisent avariés nés d'un siècle vaurien, au look destroy improbable. Belle personne donc, belle personne, qui tâche de féconder les belles pensées, paroles, actions et institutions qu'elles reçoivent de leurs ascendants pour les transmettre à leurs contemporains et donc à leurs descendants, en l'en faisant sérieusement, tout en ne se prenant pas trop soi-même au sérieux, ce qui nécessite le jeu de l'humour et de l'amour, et de commencer par soi-même afin de mieux y appeler et amener les autres. Entendons enfin ce bel appel de Schiller, je cite, « En conséquence, si un jeune ami de la vérité et de la beauté me demande comment il doit s'y prendre pour satisfaire, malgré toute la résistance du siècle, le noble instinct de son cœur, je lui répondrai « Engage le monde sur lequel tu agis dans la direction du bien. Alors, le calme déroulement du temps amènera l'épanouissement. Dans le silence pudique de ton cœur, éduque la vérité victorieuse, et dans la beauté manifeste-la, afin que la pensée ne soit pas seule à lui rendre hommage, mais que les sens aussi participent avec amour à sa figure. » Je vous remercie de votre ô combien patiente attention.